Comment tu t'appelles? Ça fait au moins 3 heures que je te parle. Je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment? Lambert. Lambert. Et toi? Bensoussan. Youssef Bensoussan. T'es tout seul? Ouais. T'as quel âge? Non mais vous allez pas me poser des questions toute la nuit comme ça, non? J'arrête hein, si ça t'emmerde. Je parle plus à personne depuis 5 ans. C'est de la drogue? Pas non? Quoi, c'est un joint? Un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il te prend? T'as vu ce que tu dormais toute la nuit, toi? T'as vu avec ta petite shoot tous les jours? C'est toi, Lola? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vais te parler. Me parler de quoi? Le Bensoussan. Je sais rien. Mais foutez-moi la paix, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Je veux que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Moi que j'ai d'un flic? Alors là, plutôt crevé, non? Je suis pas flic, je suis pompiste. Et puis, tire-toi. Tu comprends que j'ai envie de rester seul, tu comprends? On aura ta peau! Ton pompiste avant de crever nous a donné ton nom, Lambert! Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? J'attends que ça de crever. Pompiste de nuit, solitaire, alcoolique, Lambert s'est échoué là, venant d'on ne sait où. Sa vie, c'est la routine morne de sa station-service, le métro aérien étant son seul horizon. Il y végète, la quarantaine usée, le regard absent, comme si il avait décidé de se retirer du monde. Mais son destin va rebasculer, puisqu'on devine que ça a déjà été le cas au moins une fois par le passé. Son destin va rebasculer le soir où il va rencontrer Bensoussan, un jeune dealer, orphelin, moitié juif par sa mère, moitié arabe par son père, et c'est la première fois que quelqu'un lui parle depuis 5 ans. Et ils vont s'unir dans leur solitude respective. Une étrange amitié naît, nuit après nuit, jusqu'au jour où Bensoussan se fait descendre sous les yeux d'un Lambert impuissant. Et c'est un besoin de vengeance qui va redonner à Lambert une énergie enfouie, disparue depuis longtemps, comme un second souffle qui va le pousser à se dévoiler. Se mettant en quête de son assassin, cela va le mener à rencontrer Lola, une punk, tout aussi paumée que Lambert, qui va s'accrocher à lui, ce qui redonnera, au personnage de Coluche, une lueur fugitive, un appétit de revivre et de s'en sortir. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Lorsque vous avez voté massivement pour Thierry Pantin cette semaine, j'étais assez embêté. C'était un sujet abordé par d'autres personnes ou d'autres médias, que ce soit à la télévision ou sur YouTube, et avec à chaque fois les 5 mêmes anecdotes. Oui, on le sait que Coluche a tourné ce film sous l'influence de l'alcool et de la drogue, suite à sa séparation avec sa femme, et le suicide de son ami Patrick Devers, qui s'est été suicidé avec le fusil que Coluche lui avait offert. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que ce film a été réalisé par Claude Berry, qu'il avait déjà lancé dans Le Pistonné, où le réalisateur avait pourtant proposé à Coluche de jouer le premier rôle, ce qu'il ne fera pas, mais ce n'était que partie remise puisqu'il lui proposera le premier rôle dans Le Maître d'école, on en a parlé sur la chaîne. Claude Berry qui aura également produit Inspecteur à la bavure, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ou La femme de mon pote, juste avant Thierry Pantin. Tout cela a été dit, redit et redit, que ce soit dans les documentaires, que ce soit par Allociné, ou que ce soit sur internet. Tout le monde a également déjà dit qu'à l'origine du film, il y avait un roman, publié en 1982 par Alain Page, qui co-signera également le scénario. Tout le monde sait également, ou en tout cas ça a déjà été dit si vous ne le saviez pas, que Claude Berry avait choisi Coluche pour changer son image qu'il connaissait très bien, mais qu'il ne restait pas non plus emballé par ce projet. Car Claude Berry était également très affecté par sa séparation avec sa femme, au même titre que Coluche, qui a vu sa femme partir avec ses 2 enfants qui n'allaient pas bien du tout, et qui dans un premier temps ne souhaitait pas non plus tourner dans ce film qu'il jugeait trop noir, ne se sentant pas l'énergie pour le faire, surtout dans l'état dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Alors que ça va justement servir le film. Tout le monde sait également que Coluche a finalement accepté le film car il avait des gros soucis d'argent, mais également des gros problèmes avec les impôts, et qu'il le fera par défaut. Et comme sur la chaîne je n'aime pas faire une vidéo qui n'apportera rien, ou faire une vidéo qui ressemble à une autre vidéo déjà faite, soit dans le fond, soit dans la forme, et comme je n'aime pas traiter des sujets dont il n'y a plus rien à dire, j'étais embêté car je ne me voyais pas non plus ne jamais aborder le sujet, tant j'aime Coluche, vous le savez. Nous avons déjà abordé 5 films avec lui,
sur Nienko TV. Et c'est alors que je me documentais sur le seul livre qui traitait de Coluche à la maison dont je disposais, que le miracle se produisit comme si il m'avait donné de là-haut un petit coup de pouce. Ce livre, ça fait un moment que je l'ai. Et c'est un vrai jeu de pistes. Entre confidences, interviews ou documents, comme un livret scolaire, une copie d'un chèque, des éléments de la vie intime de Coluche, ou encore cette affiche du spectacle de septembre 86 qui n'aura finalement jamais lieu, car il se tuera juste avant, parcourir ce livre est toujours un instant émouvant. Et une redécouverte tant je n'avais pas encore fait tout le tour. Je n'avais pas senti la dernière fois qu'une page me paraissait bien épaisse. Et alors que je désespérais de trouver des informations ailleurs que sur Internet, et que le livre ne mentionnait que très peu de Chao Pantin, j'ai trouvé mon bonheur. Ici, bien caché, une interview entière de Coluche sur Chao Pantin, une interview très sincère, sans aucun filtre, c'était Coluche, et c'est cette interview qui va être la base de mon travail d'aujourd'hui. Coluche, c'est plus qu'un acteur. D'ailleurs, ça n'est même pas un acteur si on l'écoute. Coluche, c'est une partie de nous qu'on nous a arrachée. C'était un espoir vers des jours meilleurs. C'était pas qu'un simple personnage de scène qu'il avait inventé. Ce qui m'a marqué avec lui, c'était son dégoût précoce de la politique, avec sa candidature avortée à l'élection présidentielle de 81, sa manière de déranger les pouvoirs en place, de s'interroger sur l'utilité du droit de vote, de l'utilisation de notre argent, des trahisons de la droite comme des trahisons de la gauche. Et quand je l'écoute parler de la politique des années 80, qu'est-ce qu'il aurait pensé de notre époque ? J'ai tendance à dire qu'avec Coluche, en tout cas s'il n'avait pas eu sa peau, mais à mon avis si ça n'avait pas été en juin 86, ça aurait été plus tard, car la mort de son régisseur de 2 balles dans la tête pour le dissuader de se présenter, ou les balles qu'il a reçues dans des enveloppes avec écrit dernier avertissement, on peut être complotiste, et peut-être exagérément se dire que tout était prévu ce 19 juin 86 où il a trouvé la mort. On peut se poser la question sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas un chauffeur dans le camion, mais 2 au moment de l'impact, mais dont un a pris la fuite. On peut s'interroger sur le fait que Coluche avait pris ce chemin plusieurs fois avant le jour fatidique, et que cet itinéraire était connu, et qu'il était observé ce jour-là. On peut s'interroger sur le fait que la police ou les gendarmes ont été très vite au courant de l'accident et qu'ils avaient très vite fermé les routes. Bref, moi je n'affirme rien sur les circonstances de sa mort, même si j'ai mon avis, étant donné qu'il n'y a pas de preuves, ou que les preuves elles ont été effacées. Mais les menaces de mort et la mort de son régisseur, c'était réel. Et pour avoir fait 1 an de militantisme politique, je le sais, je l'ai vu, mais la gauche, c'est pas des tendres, c'est pas des gentils. Que ce soit le Parti Socialiste ou l'extrême gauche, peu importe, et la droite ou l'extrême droite, c'était pareil. C'est un milieu de privilégiés ultra fermés, et ils tiennent tous autant qu'ils sont à leurs privilèges et à leur carrière qu'ils se font sur notre dos. Tous autant qu'ils sont. Donc j'ai tendance à dire qu'avec Coluche, s'il n'avait pas eu sa pause ce jour-là, d'une façon ou d'une autre, que lui n'aurait jamais permis certaines choses. Il aurait durement condamné et taclé le macronisme par exemple, ou les déboires récents de LFI, ou peut-être même que tout ça n'aurait pas existé, on ne le saura jamais, comme un monde parallèle avec Coluche toujours vivant. Mais j'ai toujours une fascination presque malsaine pour ces artistes partis trop tôt. Que Belmondo nous ait quittés ou Alain Delon récemment, compte tenu de leur âge, j'ai envie de dire, ainsi va la vie. Mais de Funès, on en avait parlé, mais 68 ans c'était assez précoce. Bourvil, on en a parlé aussi, mais 53 ans c'était profondément injuste, surtout pour quelqu'un qui aimait autant la vie que lui. Et on ne peut que déplorer la fin douloureuse de sa vie, bien qu'il se soit servi de sa maladie pour changer de registre, dans ses derniers instants, dans ses dernières années, dans des films tels que L'Arbre de Noël, ou encore Le Cercle Rouge, que nous avons vus ensemble sur la chaîne. Et puis il y a Coluche, 42 ans à peine, fauché par un camion qui n'avait rien à faire là, à quelques semaines en plus d'un spectacle qui aurait dérangé toute la sphère politique française. À un moment où un homme, à lui seul, essayait de nourrir des milliers de gens, les plus démunis, gratuitement, et qu'en plus il y parvenait, ce qui n'arrange pas du tout les politiques, qui, techniquement, sont censés jouer ce rôle. Et c'est d'autant plus écœurant que 40 ans après, la pauvreté, tout du moins en France, existe toujours. Voire elle se renforce. Est-ce que Coluche aurait supporté de voir ça ? Coluche, ça m'évoque tout ça. Donc c'est bien au-delà d'un acteur. Coluche, c'est un virage raté. Et je ne parle pas du virage de son accident, mais du virage qu'on aurait pu tous prendre avec lui, car il avait cette envie de changer les choses et d'agir sur le quotidien des gens. Sans doute pour compenser ces années noires de 81 à 84, et donner un sens à son existence. Allez savoir. Mais voilà une personnalité qui remuait la merde, qui était la voix du peuple, et j'aurais adoré le connaître de son vivant, et de le voir encore parmi nous aujourd'hui, comme un monde alternatif, comme un filtre posé sur notre monde, pour voir ce qui aurait été différent avec lui et sans lui. Pour en revenir au très pesant de Chao Pantin,
Il faut savoir qu'au-delà de la dépression de Coluche, ou de celle de Claude Berry, que le tout jeune Richard Anconina, doublement césarisé pour son rôle, ce qui était rare, sortait également d'une relation difficile, et qui n'était pas au mieux, tout comme Philippe Léotard qui se séparait de Nathalie Baye. C'était un tournage lourd, quasiment entièrement de nuit, dans une vraie station-service très petite, qui ne permettait pas de tourner avec les angles désirés par le réalisateur. Agnès Soral avait, pour préparer ce rôle, vécu plusieurs semaines dans la peau d'une punk, et s'est laissé considérablement maigrir pour le rôle. Et c'était, selon ses dires, un tournage où tous les acteurs, d'une manière ou d'une autre, étaient en souffrance. Pour la préparation de son personnage, Coluche va se laisser pousser des rouflaquettes et des moustaches, tout en lui élargissant le trou derrière son crâne afin d'accentuer sa calvitie qui était réelle. Tandis que le maquilleur s'était concentré à lui donner un air fatigué, via l'accentuation des cernes sous ses yeux et un maquillage rouge au même endroit pour feindre le regard d'un alcoolique notoire. Mais Coluche n'avait pas besoin de jouer le personnage abattu, car lorsqu'il ne tournait pas, il s'adonnait dans sa caravane à son addiction préférée, l'héroïne, sans oublier l'alcool bien sûr. De plus, il conserva sa salopette de pompiste et son maquillage en dehors du tournage afin de ne pas quitter Lambert des yeux. Car Coluche ne lisait pas ses scénarios, et Chao Pantin n'échappait pas à la règle. Il apprenait son texte le jour même, sauf si le texte faisait plus de 2 pages. Dans ce cas-là, il demandait à un assistant de le lui préciser la veille, afin qu'il puisse emmener le texte chez lui. Pour travailler son personnage au mieux, sa technique était de questionner tout son entourage sur le plateau. Pas seulement son metteur en scène, pas seulement le co-scénariste, mais à tous ceux qui ont lu le scénario en entier. Et il leur posera la question, toute simple, de « à ton avis, est-ce que mon personnage, il ferait plutôt ça ou ça ?» dans des situations qui ne sont pas présentes dans le film. Et c'est le consensus autour des réponses qui le confortait dans une direction à prendre. Et c'est lorsqu'il aura pris cette décision, pour son personnage, il se décidera à l'interpréter et à réfléchir. Il ne voulait pas se laisser influencer par le scénario, par la fin du film, par son histoire. Il voulait vivre les scènes une par une et aller dans la direction que son entourage sentait pour lui. Mais compte tenu de son état de santé, il n'était pas toujours possible de le filmer de trop près, ou même de face. Et lorsque cela n'était pas possible, il était donc filmé de loin ou de dos. Sauf pour la scène de la gifle, et l'anecdote est encore bien connue, je ne vous apprendrai rien. Mais il n'y avait pas de place pour les filmer de dos dans la station-service, pas de place pour trouver un angle à la caméra qui aurait permis à Coluche de faire semblant de gifler Richard Anconina. Et c'est ce dernier qui, au bout d'un moment, va demander à son partenaire d'y aller franchement. C'est de la drogue? Pas, non? Quoi, c'est un joint? Car après tout, ça n'était qu'une simple gifle. C'est vrai d'ailleurs que sur ce tournage, vous avez collé une vraie gifle? Oui, je suis tombé. Ah ouais? Je suis tombé, j'ai été assis sur un petit tabouret. Mais pourquoi? Bah, la violence. Non, mais pourquoi ils en ont collé une vraie? Ah oui, Ah oui. parce qu'en fait... Non, elle est animatrice, mais elle est pas con. C'est dur de faire des fautes. Là aussi, vous allez très loin. Hein. La station-service, la petite cabine de la station-service était très, très petite, très étroite. Dans le film Chao Pantin. Dans le film Chao Pantin. Et donc, il n'y avait pas de place. C'était pas un studio. Il n'y avait pas de place pour la caméra. Juste un seul angle. Et dans cet angle-là, on était Michel et moi de profil. Or, la gifle, soit il la fait passer devant votre nez, on voit qu'elle est fausse, soit il s'arrête à la joue, puis vous partez tout de suite après dans la seconde qui suit, dans la centième de seconde qui suit. Tout ça faisait faux. On essayait de trouver une solution. Il n'y avait pas d'autre place de caméra pour tricher. À un moment donné, je dis à Michel, écoute Michel, vas-y, c'est bon, c'est une gifle. Vous êtes sacrifié. On a tous pris une gifle, Ouais. c'est pas, on va pas en faire un fromage. Et j'ai dit, vas-y, mets-la. Alors on y va. Silence moteur, je suis assis, il se lève, quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fumes? Et je prends une gifle. Mais de Coluche, ça devait être une Mais tarte énorme. énorme. Et je suis tombé du tabouret, je me suis retenu au petit bureau. Et après, avec des petites fourmis, des petites mouches autour des yeux, je me suis dit, j'avais du texte. Je me suis dit, voilà, il faut que je balance le texte maintenant, comment je vais faire? Je me ressaisis, je balance le texte et elle est bonne. Le film est principalement tourné de nuit, on l'a dit. Et qui plus est dans des quartiers peu recommandables du Paris des années 80. Quartiers que je connaissais bien pour y avoir vécu de 2007 à 2013, à savoir Barbès, République ou encore Bastille. République et Bastille ayant bien changé depuis, là où ça pourrait être le statu quo pour Barbès. Mais la présence de l'équipe de tournage de nuit empêchait alors les réels trafics de stupéfiants qui avaient également lieu la nuit, ce qui nécessitait certains arrangements, afin que les choses ne s'enveniment pas. Créé par Alexandre Troneur, le décor résume parfaitement l'ambiance d'une station-service ouverte de nuit et réellement éclairée au néon sur le tournage afin que ce soit authentique. La station-service, à l'angle de la place de la Chapelle et de la rue Pajol, tout près du métro La Chapelle, n'existe plus aujourd'hui. Tout a été rasé pour la remplacer par une cité étudiante. Le film sort en décembre 83, en plein hiver,
Dans une année assez morose qui a vu Louis de Funès partir en janvier, on en a parlé plusieurs fois, mais une année 83 qui a aussi vu beaucoup de tensions sociales, de manifestations étudiantes, de plans de rigueur par le président Mitterrand, un attentat terroriste qui fera 8 morts et blessera 56 personnes à Orly, cette même année 83, où Peugeot licenciera 7371 personnes, soit 9% des effectifs du groupe, à se demander si finalement tout était bien mieux avant. Mais le film reste à l'affiche de nombreux mois en cette année 84, année de ma naissance, faisant durant son exploitation en salle 3 800 000 entrées, et il sera nominé pour 12 Césars, ce qui est considérable, que ce soit celui du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur réalisateur, de la meilleure adaptation, du meilleur espoir masculin ou féminin, du meilleur acteur dans un second rôle, ou de la meilleure actrice dans un second rôle, de la meilleure musique, de la meilleure photographie, du meilleur décor ou encore du meilleur son, il en remportera 5 sur 12, dont 2 pour Anconina, ce qui était atypique pour un acteur peu connu. Si ma mémoire est bonne, c'était le César du meilleur second rôle et le César du meilleur espoir masculin. Exactement. Et depuis, c'est interdit de... Je n'ai plus. Non, c'est interdit de couronner Mais le oui. même acteur avec 2 récompenses. Mais c'est une bonne remarque de Jérôme Béglé. C'est vrai que ça paraissait fou d'avoir 2 Césars à Oui, l'époque. c'est vrai. Je crois que c'était la première fois. Hein. Et la Ouais, dernière. et la dernière. Ouais. Non, il y a eu Tara Karim. Ah oui Bien Ah non, sûr. alors voilà. Voilà. Pour un Et prophète. Coluche avait eu Pour le aussi prophète, le absolument. César du meilleur comédien pour ce film. Ah oui, exact. Michel, oui. Ouais. Coluche, pardon. Oui, absolument. Exact. Oui, bah oui. Michel, évidemment, pour les intimes. Et un surtout pour Coluche, qui, à l'image de Claude Zidi pour Les Ripoux, ne prendra pas très bien cette récompense. Bon, eh ben c'est très beau. Je vais pas vous dire que ce sera mieux la prochaine fois, puisque j'ai pas fait exprès, mais j'essayerai. Car comme son ancien réalisateur Claude Zidi l'a dit à une reprise, il est plus difficile de faire rire que d'émouvoir, et que le rire est malheureusement mal récompensé par la profession. Et lorsque je lis l'interview de Coluche, indépendamment du César dont on va parler, il y a un passage qui m'interpelle plus que les autres, et que je vais vous lire, à un moment où un journaliste demande à Coluche s'il envisageait de faire du théâtre un jour. Et voici sa réponse. Je ne sais pas. Franchement, je n'envisage pas l'avenir. Et je ne m'intéresse pas non plus au passé. Je ne connais plus aucun de mes sketchs. Je suis incapable de faire un seul de mes sketchs au pied levé, à l'improviste. Je n'ai pas un seul de mes disques, pas une cassette, rien, pas une coupure de presse. Rien ne m'intéresse sur ce qui s'est passé. C'est ma nature. Une fois que j'ai réussi à faire un truc, il ne m'intéresse plus. J'aurais pu rester 10 ans au musical ou au café-théâtre, sans prétention, en faisant la même chose. Même si ça se dégrade, je pouvais encore traîner 10 ans. Mais ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéresse d'apprendre à faire un truc, de réaliser, de l'entreprendre, de le faire aboutir, mais une fois qu'il a abouti, j'ai envie de jouer avec quelque chose d'autre. Je trouve ce passage très intéressant. Coluche a fait du café-théâtre, on passe à autre chose. De la radio, on passe à autre chose aussi. Il a été acteur dans des comédies, pareil. Il a voulu réaliser un film, il l'a fait. Mais il n'en a jamais réalisé d'autres derrière, il n'en avait pas envie. Et la remise de son César, c'est la même chose. Il en parle dans l'interview. À un moment donné, le journaliste le compare à De Niro. Et Coluche répond très sincèrement que c'est pas gentil pour De Niro, parce qu'il estime n'avoir aucun mérite à avoir cette récompense, pour qu'on l'ait filmé tout simplement bourré, drogué, fatigué et déprimé. La réalité de ce qu'il était à ce moment-là, son état naturel, renforcé par un éclairage, par un maquillage, par un déguisement adéquat, ce qui ne va pas dire qu'il n'a pas joué, mais il a joué comme il l'a dit, sur le même ton, très bas, blasé, à l'économie. Il a été filmé dans l'obscurité, via un éclairage précis, un relookage précis. Il y avait tout pour que ça se passe bien à l'écran, et c'est tout ça qui l'a aidé à bien jouer. Il estimait pas en avoir un mérite particulier, contrairement à des comédies où faire rire, encore une fois, était jugé être plus compliqué. Et bien que le César ne le marque pas spécialement lui, bien que la profession lui reconnaisse enfin un talent, en tout cas pour ce que Coluche considère comme étant son vrai premier rôle, ce qui va marquer bon nombre de spectateurs et lancer une mode pour tous les acteurs de son époque, c'est l'effet Ciao Pantin. Vous dites que dans votre carrière, Richard Anconina, il y a eu un avant et un après Ciao Pantin. Oui. C'est-à-dire, on vous a proposé d'autres rôles, justement? Non, c'est-à-dire que quand vous passez, en fin de compte, ça s'est passé sur une période très courte. Ouais. Ciao Pantin sort en décembre et les Césars sont le 4 mars. Le mec, il se souvient bien. Ouais. C'est le 4 mars 84, donc en 3 mois, c'est violent parce qu'il y a un gros film populaire avec Coluche et Claude Berry et un grand film fort qui laisse une trace très forte. Et 3 mois plus tard, il y a les Césars, et donc c'est encore là aussi une trace très forte. Et donc la popularité, la notoriété est violente et soudaine. Et ça change tout. Car beaucoup d'acteurs souhaiteront à leur tour se lancer dans ce registre. Alors Coluche n'était pas le premier, Bourvil l'avait fait avant, on l'a dit, et même d'autres avant lui. Mais beaucoup vont succéder à Coluche,
qui aura définitivement démocratisé la mode. Michel Blanc avec tenue de soirée, par exemple, on en a parlé. Daniel Auteuil dans Jean de Florette, ou plus tard Jean Dujardin dans The Artist. On doit à Ciao Pantin et à Coluche l'idée que peut-être que ceux qui nous faisaient le plus rire sont peut-être des clowns, mais sans doute des clowns avec une part de tristesse en eux. Mais je n'ai pas de regret sur le fait que Coluche n'ait pas fait 10 autres films derrière. Car comme il a dit lui-même, il n'aimait pas faire la même chose 2 fois. Donc se dire qu'on s'est privé trop tôt d'un talent dans notre cinéma, je ne dirais pas ça. Non. Celui qui nous manque aujourd'hui, c'est celui qui rêvait d'une société plus juste et moins politisée. Et c'est pour ça que je vais vous donner mon avis sur le film, mais un avis qui va peut-être vous décevoir. Après mon avis, c'est mon avis. C'est un avis parmi tous vos avis, et le mien n'est pas plus précieux que le vôtre. Je vous remercie d'être curieux de connaître le mien, mais comme moi je suis sincère dans ma démarche, je n'ai pas à m'en vouloir si vous n'êtes pas d'accord. Je suis heureux d'avoir vu Ciao Pantin, parce que j'aime infiniment Coluche, et que j'aime le voir comme tout le monde sous un jour différent. J'ai découvert Ciao Pantin assez tard, il y a 5 ans peut-être, et j'étais à fond dedans, parce que l'univers est prenant, parce qu'il y a une ambiance, il y a ce Paris de nuit des années 80 qui a tout son charme, il y a un côté Léon dans ce film à voir ce personnage replié sur lui-même, reprendre vie au contact d'une ou deux rencontres, mais rencontres qui paradoxalement vont l'amener à la mort, alors qu'il commençait enfin à se sentir vivant. Mais si on retire Coluche de ce film, et c'est ce que je lui reproche, c'est comme si on retirait De Funès de la soupe aux choux. Et dans ce cas, le côté mélancolique de la soupe aux choux, joué par un Louis de Funès en fin de vie et à contre-emploi, tomberait à l'eau. Car c'est bien parce qu'on connaissait que trop peu cette facette de Louis de Funès que la soupe aux choux fonctionne. Et c'est la même chose pour Coluche. Si on remarque sa performance, c'est parce qu'elle est complètement contrastée avec ce qu'on avait vu dans Banzai la même année, ou dans Inspecteur la bavure 3 ans avant, ou dans Le Maître d'école, différent du Coluche qu'on avait vu sur scène, dans ses sketchs, différent de celui qu'on a vu débuter dans Les Loups la cuisse aux côtés de Louis de Funès, différent de celui qu'on avait suivi dans sa campagne présidentielle, et comme le dit Coluche dans son interview, Coluche c'est un personnage inventé par Michel Colucci. Les bretelles ou même les lunettes il n'en porte pas dans la vie. C'est un rôle de composition, et si tu remplaces Coluche par Yves Montand par exemple dans le rôle de Lambert, est-ce que le film Ciao Pantin reste exceptionnel? Je vous le demande. Pour moi non. Alors attention, le film a eu le César de la photographie, du meilleur son. Il y a quelque chose de légitime à ces récompenses, intrinsèquement parlant. Mais s'il est resté dans les mémoires, s'il a été si marquant, c'est parce que c'était un rôle à contre-emploi. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut se dire « Bouh, c'est dramatique, c'est trop bien joué, c'est trop bien ». Mais quand on sait que le réalisateur était en dépression, qu'il a été chercher Coluche pour sa dépression, qu'Anconina était également en dépression, que Philippe Léotard aussi, ce qui a beaucoup affecté Agnès Soral, a maigri, et ce qui n'aidait pas, c'était le tournage de nuit. Il y avait absolument tout pour en faire un film déprimant. Pour autant, je ne trouve pas que Coluche ait livré sa meilleure prestation ici. Je trouve que parfois, il répond un chouïa trop vite, là où j'aurais laissé un petit temps de pause, un petit blanc supplémentaire, mais surtout, je le trouve plus touchant dans Le Maître d'école par exemple. Mais dis donc, c'est quoi comme tendance ton syndicat? Bah, c'est plutôt socialiste, mais c'est pas politique, hein. Ah, c'est pas politique, mais c'est plutôt socialiste, quoi. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de socialistes. Quand il console Camille, la petite fille qui ressemble à un garçon. 120 personnes lisent au moins la revue Elle. J'y comprends rien. Moi non plus. Combien de personnes lisent les 2 revues? Ou globalement, quand il dit à Charlotte de Turquin qu'il sait pas quoi faire comme idée parce qu'il ne sait rien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire, Charlotte? T'as pas une idée? Je sais rien faire. C'est toujours un peu ironique quand on te donne un César en tant que comique. Ça y est, tu fais pleurer, donc tu rentres dans le club et on te récompense. Mais je trouve qu'on peut être touché différemment par une prestation. On peut être touché aussi par le mélange des genres, par le mélange de la comédie et du drame, dans un seul film. Car j'ai jamais été admiratif des drames où tout est noir ou tout est gris, avec des gens qui ont la tête baissée, mais c'est personnel, hein. C'est un avis complètement personnel. Encore une fois, j'aime bien Ciao Pantin, parce que j'aime voir Coluche autrement, d'autant plus qu'il n'aura pas le temps de faire beaucoup de choses derrière. Donc toutes ces minutes sont précieuses. Mais pour vous dire à quel point il ne tenait pas à remettre ça dans un registre dramatique, il a refusé Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert en été 86. Boringer va certes brillamment le remplacer, mais il aurait été parfait lui dans ce rôle, et s'il n'a pas accepté de jouer dedans, ce qui lui aurait sauvé la vie car il se serait pas tué le 19 juin 86 s'il avait été en tournage à Rouens, mais s'il a refusé ce rôle, c'est qu'il avait déjà la tête ailleurs, à son spectacle, à la politique, peut-être même à la présidentielle de 87. Il avait la tête à ce spectacle, dont vous voyez l'affiche à l'écran, qui n'aura jamais lieu. Donc est-ce que je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres Ciao Pantin? Ou qu'il n'ait pas tourné dans Le Grand Chemin? Non, car Coluche était comme ça. Il se lassait vite de ses jouets, et je regrette surtout que depuis son départ, on assiste impuissant au concert des Enfoirés, tous les ans, qui pour moi a de moins en moins de sens, puisqu'on n'aura jamais réglé le problème de la faim et de la misère. Je regrette que le paysage politique français soit aussi désolant sur tous les côtés de l'échiquier politique,
et je regrette tout simplement le pays qu'on aura bâti sans lui. Et je paierais cher pour savoir ce que notre pays serait s'il était toujours parmi nous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu plus déprimante que d'habitude. C'est vous qui l'avez demandé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez apprécié, pensez à le dire à YouTube en laissant un petit like, en mettant un j'aime, en mettant un commentaire, pour faire vivre la vidéo et lui donner une chance de percer sur YouTube, si vous estimez qu'elle le mérite. En tout cas, merci à vous. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo un petit peu plus gaie. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. C'est tellement violent. Coluche est mort. C'est votre famille. C'est comme si on vous dit « Ah, ton père vient de mourir, mec ». Le jour de sa mort, je me suis dit « Ça y est, notre jeunesse est finie ». Et voilà, hop, et voilà. On ferme.